J'étais au bistrot avec ma fille et mon gendre quand ils sont allés payer l'addition. C'est à ce moment-là qu'une inconnue a glissé une boîte bleue sur ma table en chuchotant. Vous en aurez besoin ce soir, monsieur Dubois. Avant que je puisse lui demander qui elle était, elle avait disparu dans le parking. J'ai caché la boîte dans ma Citroën et j'ai pris la route vers ma ferme vide. Vide depuis que ma femme s'est noyée il y a 10 mois. Quand j'ai finalement ouvert cette boîte, j'ai hurlé d'horreur. Je suis reconnaissant que vous soyez là avec moi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez cette histoire et quelle heure il est maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir qui écoute l'histoire de ce vieil homme. 10 mois après les funérailles de ma femme, j'étais assis chez Margot, le petit bistrot du village, à regarder ma fille me mentir en face. Papa, tu as l'air fatigué, dit Brigitte en tendant la main vers moi par-dessus la table. Tu dors bien, tout seul là-bas? J'ai retiré ma main. Je vais bien, Brigitte. Tu en es sûr? Philippe, mon gendre, s'est renversé dans sa chaise avec ce sourire étudié qu'il arborait toujours. Nous nous inquiétons. Cette propriété fait 180 hectares. L'hiver arrive et tu as 68 ans. Je suis fini, pas mort. Bien sûr que non, dit rapidement Brigitte, mais sois réaliste. Tu ne peux pas t'en occuper seul, pas sans maman. Voilà. Le couteau, tourné de la bonne façon. Marguerite avait été ma partenaire pendant 43 ans. Puis, il y a 10 mois, sa voiture est tombée dans la Dordogne. Ils ont sorti le véhicule 3 jours plus tard. Portière côté conducteur ouverte. Personne. Le courant était fort. Ils ont dit que les corps ne remontent parfois jamais à la surface. Nous avons enterré un cercueil vide. Nous avons une offre, dit Philippe en faisant glisser un dossier sur la table. Immobilier Prestige. 2 800 000 euros. Tu pourrais déménager en ville, quelque part de plus facile. C'est notre héritage familial, dis-je. 3 générations de Dubois ont travaillé cette terre. Papa, la voix de Brigitte se brisa. Maman ne voudrait pas que tu souffres. Elle voudrait que tu sois en sécurité. J'ai étudié le visage de ma fille. 38 ans, mais je pouvais encore voir la petite fille qui m'aidait à nourrir les chevaux. Quelque chose vivait derrière ses yeux maintenant, cependant. Quelque chose d'inquiet. Peut-être de peur. Je vais y réfléchir. Ai-je menti? Brigitte a souri de soulagement. C'est tout ce que nous demandons. Elle a jeté un coup d'œil à Philippe. Nous devrions demander l'addition. Ils se sont dirigés vers le comptoir. Je les ai regardés par la fenêtre, tête penchée l'une vers l'autre, chuchotant. C'est à ce moment-là qu'elle est apparue. La femme s'est matérialisée à côté de ma table si soudainement que j'ai sursauté. La cinquantaine, cheveux gris tirés en arrière, manteau sombre. Elle portait une petite boîte bleue. « Monsieur Dubois, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui. Elle posa la boîte sur la table. Ses mains étaient instables, mais ses yeux se dirigeaient vers le comptoir où Brigitte et Philippe se tenaient. Vous en aurez besoin ce soir. À peine un chuchotement, urgent. Je ne comprends pas. 23h15. Répondez quand ça sonne. Elle jeta un autre regard vers le comptoir. Monsieur Dubois, ne faites confiance à personne. Avant que je puisse répondre, elle se tourna et marcha rapidement vers la sortie, disparaissant dans le parking. La boîte bleue était là, ordinaire et menaçante. J'ai regardé vers le comptoir. Brigitte et Philippe étaient toujours là. Aucun des deux n'avait remarqué. J'ai attrapé la boîte et l'ai fourrée sous ma veste juste au moment où ils se retournaient. « Prêt à partir, papa ?» demanda Brigitte. « Oui, » ai-je réussi à dire. Ils m'ont accompagné jusqu'à ma Citroën, ont bavardé, ont extrait une autre promesse que j'allais réfléchir à leur offre. La BMW noire de Philippe brillait sous le soleil de l'après-midi, chère, polie, parfaite en surface. J'ai attendu qu'ils partent avant de glisser la boîte bleue derrière mon siège. Le trajet de 30 minutes jusqu'à la maison passa comme dans un brouillard. Les mots de la femme tournaient dans ma tête. Vous en aurez besoin ce soir. Ne faites confiance à personne. Et la façon dont elle avait regardé Brigitte et Philippe. La ferme m'attendait. 2 étages de crépi blanc que Marguerite et moi avions repeints il y a 5 étés. La grange à gauche, les champs s'étendant vers les contreforts du Massif central. 180 hectares de souvenirs. J'ai porté la boîte bleue à l'intérieur et l'ai posée sur la table de la cuisine. Pendant un long moment, je l'ai juste fixée. Puis j'ai fait du café, n'importe quoi pour éviter de l'ouvrir. Mais alors que l'obscurité rampait sur la ferme,
Je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai attendu minuit pour l'ouvrir. Quand je l'ai fait, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. À l'intérieur se trouvait le téléphone de Marguerite, celui qui était tombé dans la Dordogne avec elle il y a 10 mois. Pendant 2 heures, je suis resté assis à cette table de cuisine, incapable de bouger. Le téléphone de Marguerite était posé devant moi comme une pièce à conviction d'une scène de crime. Le rapport officiel parlait de noyade accidentelle. Sa voiture était tombée dans la Dordogne pendant une tempête. Accident de véhicule unique. Affaire classée. Mais ce téléphone racontait une histoire différente. Je l'ai pris avec précaution. L'écran s'est allumé. Batterie pleine. 100%. Après 10 mois. Le fond d'écran m'a frappé comme un poing dans la poitrine. Notre 40e anniversaire de mariage. Marguerite dans cette robe bleue, mon bras autour d'elle. Nous rions tous les deux, ses yeux brillants, vivantes. C'était il y a 3 ans. J'ai appuyé sur l'icône du téléphone. Journal d'appel vide. Message vide. Tout effacé sauf cette photo. Ma gorge s'est serrée. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, l'obscurité avait avalé la ferme. Pas de lumière sur des kilomètres. L'isolement semblait maintenant menaçant. Je me suis forcé à retourner à la table. C'est alors que j'ai remarqué le papier glissé entre le téléphone et sa coque. Je l'ai dégagé, petit, plié serré. 23h15, répondez. L'horloge de la cuisine indiquait 22h47. Je devrais appeler quelqu'un. Pierre, mon voisin, les gendarmes. Mais les mots de la femme résonnaient. Ne faites confiance à personne. Elle avait regardé Brigitte et Philippe comme s'ils étaient dangereux. Ma propre fille. L'idée était absurde. Mais le téléphone de Marguerite était posé devant moi. Impossible et réel. J'ai fait du café frais, vérifié les portes, quelque chose que j'avais commencé à faire après la mort de Marguerite. L'horloge avançait. 23h02, 23h09, 23h14. La discipline militaire s'est mise en marche. Quoi que ce soit, j'y ferai face. Rassemblez les informations d'abord. Restez calme. À 23h15, exactement, le téléphone a sonné. Born to Run, de Springsteen. Le morceau préféré de Marguerite. Notre chanson de mariage. Le son a brisé le silence. Ma main tremblait en tendant la main vers l'appareil. Appel inconnu, en lettres blanches. J'ai appuyé sur vert et l'ai porté à mon oreille. Allô? Silence. Pas de ligne morte. Je pouvais entendre une respiration ou un bourdonnement électronique. Allô? Plus fort maintenant? Qui est-ce? Plus de silence. Puis finalement une voix. Elle arrivait déformée, mécanique, altérée comme un synthétiseur. Mais en dessous, j'aurais juré entendre quelque chose de familier. Une cadence que je connaissais. La voix a dit un mot. Mon nom. Et malgré tout, pendant une demi-seconde, j'ai pensé « Marguerite? Pierre, ne fais pas confiance à Brigitte. Ne fais pas confiance à Philippe. Ne fais pas confiance au commissaire Moreau. » Une pause. J'ai serré le téléphone plus fort. Ta vie est en danger. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté figé, le téléphone encore collé à l'oreille, écoutant le silence. L'horloge a basculé sur 23h16. La maison a grincé. Dehors, quelque chose bougeait dans l'obscurité. J'ai posé le téléphone avec précaution et l'ai fixé. L'écran s'est assombri, puis est devenu noir. Un vieil homme seul dans une maison vide, tenant le téléphone de sa femme décédée, mis en garde contre sa propre famille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Chaque bruit me tendait. Chaque ombre semblait fausse. Je n'arrêtais pas de rejouer cette voix. La distorsion ne pouvait pas tout cacher. Il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui me donnait la chair de poule avec reconnaissance et impossibilité. Marguerite était morte. J'avais assisté au service funèbre, regardé descendre un cercueil vide dans la terre du Périgord, accepté la sympathie, les plats préparés, les silences gênés. Mais quelqu'un avait son téléphone. Quelqu'un savait des choses. Quelqu'un me mettait en garde. À l'aube, j'étais encore assis à cette table, le téléphone devant moi, les questions se multipliant dans ma tête. Qui était la femme au bistrot? Qui avait passé cet appel? Qu'est-ce que Brigitte et Philippe avaient à voir avec tout ça? Et le commissaire Moreau, pourquoi me mettre en garde contre lui? J'avais besoin de réponses, et je savais exactement par où commencer à chercher. À 7 heures du matin, j'étais assis au bureau de Marguerite,
L'appel téléphonique rejoint dans ma tête. Cette voix déformée. Ces noms. Brigitte, Philippe, le commissaire Moreau. J'ai consulté les registres de propriété en ligne. La ferme était toujours à mon nom. Pas de privilège, pas de signalement. J'ai fouillé les archives de journaux pour l'accident de Marguerite. Même histoire partout. Accident tragique. Conditions de tempête. Véhicule récupéré. Aucun corps trouvé. Affaire classée. Rien qui expliquait le téléphone d'une femme décédée ou un avertissement de minuit. À 9 heures, du gravier a crissé dans l'allée. La berline argentée de Brigitte. Ma mâchoire s'est crispée. Ils en sont sortis portant des gobelets de café coûteux, le genre de Charleston, à 40 kilomètres. Un voyage spécial, pas désinvolte. Je les ai rencontrés à la porte. Papa. Le sourire de Brigitte était brillant, étudié. Nous avons apporté du café. Cet arabica que tu aimes. J'ai pris le gobelet mais n'ai pas bu. Vieille habitude militaire. Ne jamais consommer quelque chose que tu n'as pas vu préparer. Un peu tôt pour une visite? Nous étions inquiets après hier, dit Philippe, entrant comme s'il possédait l'endroit. Tu semblais stressé? Je vais bien. Tu en es sûr? Brigitte l'a suivi dans la cuisine. Parce que papa, nous devons parler sérieusement. L'hiver arrive. Tu es ici tout seul. Et si la chaudière tombe en panne? Et si tu tombes? Et si quelque chose arrive et que personne ne te trouve pendant des jours? La tactique de la peur. Faire peur au vieil homme. J'ai survécu à 68 hivers, dis-je calmement. Je survivrai à celui-ci. Philippe s'est appuyé contre le comptoir, bras croisés. L'offre d'immobilier prestige est incroyablement généreuse. 2 800 000 €. Tu ne t'inquiéterais plus jamais de l'argent. Tu pourrais déménager en ville, dans une de ces belles résidences pour seniors. Je ne déménage pas dans une résidence pour seniors. Alors, plus près de chez nous, intervint Brigitte, il y a un super développement de condos près de chez nous. Moderne, sécurisé, tout de plein pied. Je ne veux pas d'un condo. Le sourire de Philippe s'est aminci. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce qui est réaliste. Cette propriété est trop pour une seule personne. Mais c'est mon problème, pas le vôtre. Nous sommes une famille, dit Brigitte, la voix se brisant. Maman voudrait que tu sois en sécurité. Elle ne voudrait pas que tu souffres ici tout seul. J'ai regardé ma fille, vraiment regardé. Les vêtements de créateur, les bijoux coûteux, le maquillage soigneusement appliqué qui ne pouvait pas cacher les cernes sous ses yeux. Elle avait l'air épuisée, inquiète, peut-être effrayée. Je vais y réfléchir, ai-je encore menti. Philippe s'est redressé. C'est tout ce que nous demandons. Mais Pierre, nous ne pouvons pas rester là et te regarder souffrir. Nous ferons ce qui est nécessaire pour t'aider, d'une façon ou d'une autre. Les mots planaient dans l'air. Promesse ou menace. Nous devrions partir, dit rapidement Brigitte. Laissez papa réfléchir. Elle serra mon bras. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît. Je les ai accompagnés dehors et ai regardé la BMW de Philippe soulever la poussière. À travers la lunette arrière, leurs têtes penchées ensemble, parlant de moi, de la ferme, de tout ce qu'ils ne me disaient même pas. Ne fais pas confiance à Brigitte. Ne fais pas confiance à Philippe. Le gobelet de café était posé sur le comptoir. Je l'ai versé dans l'évier. Après leur départ, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des mois. J'ai ouvert le compte email de Marguerite, celui que nous partagions pour les affaires domestiques. Le message le plus récent avait été envoyé 2 jours avant sa mort à un avocat pénaliste de Paris nommé Maître Bernard Klein. Objet, investigation confidentielle. Mes mains tremblaient en cliquant sur l'email. Le message était bref, cryptique. Maître Klein, j'ai rassemblé les preuves dont nous avons parlé. J'apporterai la documentation à notre rencontre de la semaine prochaine. Merci pour vos conseils sur la façon de procéder. MG. J'ai cherché le nom. Bernard Klein, avocat pénaliste, Paris. Ses spécialités. Crime organisé, affaire RICO, défense contre les poursuites fédérales. Pourquoi Marguerite aurait-elle eu besoin d'un avocat criminel? J'ai fouillé dans nos relevés de comptes bancaires communs. Retrait d'espèces, important. 8 000 € en mars, 12 000 en mai, 20 000 en juillet. Tous marqués frais professionnels, mais pas de reçu. 40 000 € partis, 6 mois avant sa mort. J'ai ouvert le tiroir de son bureau, cherchant. Derrière de vieilles factures, j'ai trouvé un petit carnet en cuir, manuscrit. Les entrées étaient rares, vagues, mais les dernières pages ont glacé mon sang.
Les ai vus encore la nuit dernière. Propriété nord, 2 heures du matin. 3 véhicules, déchargeant quelque chose dans les grottes. P sait que je regarde. Dois être plus prudente. Preuve presque complète. SC dit d'attendre le bon moment, bientôt. Les entrées s'arrêtaient 2 semaines avant sa mort. P. Philippe. À midi, un coup a secoué la porte. J'ai remis le carnet à sa place et suis allé répondre. Le commissaire Michel Moreau se tenait sur mon perron, casquette à la main, sourire amical plaqué sur son visage. Il avait assisté au service funèbre de Marguerite, avait personnellement supervisé l'enquête sur l'accident. « Pierre, tu as une minute ? Quelque chose a surgi à propos de l'accident de Marguerite. » Je me suis écarté. Quel genre de quelque chose ? Un nouveau témoin s'est présenté. Dit qu'il a vu un autre véhicule ce soir-là, suivant sa voiture avant qu'elle ne sorte de la route. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. La suivant ? C'est ce qu'il prétend. Je voulais demander. Marguerite a-t-elle mentionné que quelqu'un l'embêtait ? Des problèmes ? J'ai gardé mon visage neutre. Non, rien. Moreau a hoché la tête lentement, les yeux balayant la cuisine. Ils se sont attardés sur le bureau de Marguerite. Tu explores jamais ces grottes sur la section nord de ta propriété ? La question planait dans l'air. Trop spécifique, trop étrange. Pas depuis qu'on était jeune, ai-je menti ? Pourquoi ? Juste curieux, une propriété de cette taille, formation naturelle. Il a souri, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Bon, je te ferai savoir si autre chose surgit. Après son départ, j'ai regardé sa voiture de police disparaître dans l'allée. Quelque chose à propos de cette visite semblait faux. Le timing, les questions, la façon dont il avait regardé le bureau de Marguerite. Je suis retourné au tiroir et j'ai tout sorti. C'est alors que j'ai trouvé une note pliée, cachée derrière le carnet. L'écriture de Marguerite, tremblante, urgente. La vérité est enterrée où nous avons planté le chêne commémoratif. Si tu lis ceci, je suis déjà parti. Les preuves sont avec moi. SC a un plan de secours. Fais confiance à l'agent Sandra Cooper. Ne fais confiance à personne d'autre, surtout pas aux forces de l'ordre local. En dessous, un numéro de téléphone. Et en dessous, je t'aime, Pierre. Je suis désolé. Ma poitrine s'est serrée. J'ai relu. Chêne commémoratif. L'arbre que nous avions planté pour sa mère il y a 30 ans. Jardin Nord. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message texte. Marie de Marguerite. Retrouve-moi à ta grange ce soir, 23 heures. Viens seul. SC. J'ai glissé mon vieux pistolet de service dans ma ceinture. Les habitudes de l'armée ont la vie dure. Et me suis dirigé dans l'obscurité. La nuit de novembre était froide, lune cachée derrière les nuages. La grange se dressait à 100 mètres de la maison, une forme sombre contre un ciel plus sombre. J'ai bougé avec précaution, balayant le périmètre, comme on m'avait appris des décennies auparavant. Vérifier les sorties, connaître son terrain. À 23 heures exactement, la porte de la grange a grincé. « Monsieur Dubois », une voix dans les ombres. « N'ayez pas peur. » Une silhouette est sortie dans la lueur de la lanterne à batterie que j'avais laissée sur l'établi. Femme, fin de la quarantaine, vêtements professionnels, badge DGSI clairement visible. Je suis l'agent Sandra Cooper, Direction générale de la sécurité intérieure. Elle a baissé le badge. Votre femme travaillait avec moi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Marguerite travaillait avec la DGSI depuis 18 mois. Elle est venue nous voir après avoir découvert une activité illégale sur votre propriété. Je me suis appuyé contre l'établi, essayant de comprendre. Quel genre d'activité ? Votre propriété a un système de grottes naturelles sur la section nord. Quelqu'un les utilisait pour stocker de la contrebande. Des envois de drogue remontant de la frontière espagnole. Qui ? L'expression de Cooper s'est tendue. Votre fille Brigitte est impliquée, mais je ne pense pas qu'elle comprenne entièrement de quoi elle fait partie. Mon estomac a chuté. Votre gendre Philippe Thornton. Il est le joueur clé, dette de jeu. 160 000 € de dette avec des gens dangereux. Il a été approché par une organisation. On lui a offert une issue. Utilisez votre propriété comme point de passage. Stocker temporairement les envois dans les grottes, puis les déplacer vers le nord. Et Marguerite l'a découvert. Elle l'a découvert par accident. A vu une activité inhabituelle, des véhicules de nuit, des gens qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a enquêté toute seule, dangereux mais courageux. Cooper s'est rapproché. Quand elle est venue nous voir, nous lui avons demandé d'aider à construire l'affaire.
Rassembler des preuves, documenter tout. Elle l'a fait. Pendant plus d'1 an, elle a collecté des preuves. Photos, enregistrements, dossiers financiers. Puis quelqu'un l'a découvert, dis-je. Cooper hocha la tête, l'émotion perçant sa façade professionnelle. Nous croyons que sa voiture a été sabotée, faite pour ressembler à une perte de contrôle. Elle est tombée dans la rivière, mais ce n'était pas un accident. Sa voix baissa. J'étais son contact, j'aurais dû mieux la protéger. La grange semblait soudain plus petite, plus froide. Les preuves qu'elle a rassemblées, elle les a enterrées quelque part sur cette propriété avant de mourir. Nous cherchons depuis des mois. Nous ne les avons pas trouvées. La note que j'ai trouvée aujourd'hui, dis-je. Chêne commémoratif? Cela signifie quelque chose? Arbre de chêne que nous avons planté pour sa mère. Jardin Nord. Les yeux de Cooper se sont illuminés. Nous devons trouver ces preuves. Demain, j'aurai mon partenaire qui vous rencontrera. Agent Stéphane Hayes, il peut fournir plus de détails, mais ce soir, elle s'arrêta au milieu de la phrase. Un bruit. Des véhicules qui approchaient. Des phares balayaient l'allée, visibles à travers la fenêtre de la grange. La main de Cooper alla vers son arme. Comment savait-il? À travers la fenêtre, je les ai vus clairement. La BMW noire de Philippe, la voiture de police de Moreau, et derrière eux, un troisième véhicule que je ne reconnaissais pas. Ils sont là, chuchota Cooper. Elle fourra un morceau de papier dans ma main. 4 mots griffonnés au stylo. Chêne commémoratif, Jardin Nord. Attendez. Mais elle était déjà partie, disparaissant par la porte arrière dans l'obscurité. La porte de la grange s'ouvrit. Je n'avais nulle part où me cacher. Je retins mon souffle alors que des pas entrèrent dans la grange. Pressés contre le mur derrière le vieux tracteur, je pouvais les voir à travers les espaces dans la machinerie. Philippe, le commissaire Moreau, et 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Grands, visage dur, armés. « Il pose des questions », dit Philippe, sa voix tendue, agitée. Fouille dans les affaires de Marguerite, regarde les relevés bancaires. « Relax !» Le ton de Moreau était dédaigneux. « C'est un vieil homme, il ne sait rien. » Cet agent de la DGSI rôde encore. Cooper. Et si Marguerite lui avait dit quelque chose avant? Elle n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. La voix de Moreau devint froide. Nous nous sommes assurés de ça. Les mots m'ont frappé comme une balle. Moreau. Le commissaire qui avait enquêté sur la mort de Marguerite, qui avait assisté à son service funèbre avec sa casquette sur le cœur, avait fait partie de son assassinat. Une troisième voix parla, fortement accentuée. Nous avons un problème. Homme au bistrot a vu femme donner boîte. Boîte bleue. Un des hommes de Navarro. Quelle boîte? Demanda Moreau. Philippe jura violemment. C'est comme ça que Cooper l'a contacté. Le téléphone. Merde. Ils ont déjà plusieurs longueurs d'avance sur nous. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la grange. Je me suis pressé plus contre le métal, ne respirant pas. Nous devons déplacer le dernier envoi ce week-end, dit Philippe. Vider les grottes avant que les fédéraux obtiennent un mandat. Les gens de Navarro deviennent nerveux. Et le vieil homme? Demanda l'un des étrangers. La réponse de Moreau était désinvolte, glaçante. Les accidents arrivent dans les fermes tout le temps. L'équipement agricole est dangereux. Les tracteurs roulent. Les gens tombent dans les puits. Ils prévoyaient de me tuer de la même façon qu'ils avaient tué Marguerite. Ils fouillèrent la grange, vérifiant le grenier, regardant derrière les balles de foin, mais elle était grande et sombre et encombrée de 40 ans d'équipement accumulé. Après 5 minutes, Philippe devint impatient. Il est probablement dans la maison. Nous nous occuperons de lui demain. Ce soir, nous sécurisons l'envoi. Les véhicules démarrèrent et partirent, feu arrière disparaissant dans l'allée. J'ai attendu 10 minutes dans un silence absolu, cœur battant, rage montant dans ma poitrine comme la pression dans une chaudière. Marguerite n'était pas seulement morte. Elle avait été assassinée par ces hommes et Moreau avait couvert ça. Je me suis souvenu de la note de Cooper. Chêne commémoratif. Jardin Nord. Je me suis glissé par l'arrière de la grange et j'ai bougé dans l'obscurité. Le jardin Nord était à 200 mètres, près de la lisière de la forêt où Marguerite aimait marcher le soir. Le chêne commémoratif se dressait, massif contre le ciel nocturne. 30 ans, planté le jour où nous avons enterré la mère de Marguerite. Nous avions choisi cet endroit ensemble parce qu'il avait une vue sur les montagnes. Je suis tombé à genoux à la base et ai commencé à creuser avec mes mains.
Le sol de novembre était à moitié gelé. Mes doigts grattaient contre les racines et les pierres. J'ai creusé plus vite, plus profondément, le désespoir et la rage me poussant. Marguerite avait caché quelque chose ici. Des preuves. Tout ce pourquoi elle était morte en protégeant. Mes doigts ont touché quelque chose de solide. Le bord d'un conteneur étanche. J'ai gratté la terre autour, l'arrachant, la terre volant. « Papa, arrête !» Je me suis retourné. Brigitte se tenait là, lampe de poche à la main, larmes coulant sur son visage. Elle n'était pas seule. 2 hommes l'encadraient, grands, armés, visage dur. Derrière eux, Philippe émergea des ombres. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là », dit mon gendre. Je me suis levé lentement, gardant la boîte derrière moi. « Papa, s'il te plaît », la voix de Brigitte se brisa. « Donne la boîte à Philippe. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends que ta mère est morte à cause de vous. » Brigitte tressaillit. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas ce que Philippe était. »« Ferme-la, Brigitte. » La voix de Philippe trancha comme une lame. « Comment as-tu pu ?» J'ai regardé ma fille. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Nous nous noyons dans les dettes. L'entreprise, la maison, tout. Philippe a dit que c'était juste du stockage. Juste pour quelques mois. Je ne savais pas que c'était dans des drogues. Je ne savais pas que maman avait découvert. Je ne savais pas qu'il... Elle s'effondra à genoux, sanglotant. Les hommes armés se rapprochèrent. « Monsieur Dubois, cette boîte nous appartient. Donnez-la pour que vous puissiez détruire ce pourquoi ma femme est morte en protégeant. » Philippe fit signe aux hommes. Un moteur rugit. Une berline banalisée s'écrasa à travers la clôture. Cooper au volant. Portière passager ouverte. « Pierre, montez !» J'ai couru. Des coups de feu ont claqué. Tir de sommation en l'air. J'ai plongé dans la voiture, boîte serrée contre ma poitrine. Cooper a appuyé sur l'accélérateur, s'écrasant à travers la clôture sur la route de campagne. Derrière nous, les hommes de Philippe se précipitaient vers les véhicules. « Ça va ?» Les yeux de Cooper se posaient sur moi. « Ça va ?» Elle conduisait comme elle avait été entraînée pour ça. Tactique, agressive. Nous les avons perdus sur les routes de campagne. 30 minutes plus tard, petit motel à l'extérieur de Brive-la-Gaillarde, chambre 107. Cooper ferma la porte à clé. Voyons ce pourquoi elle est morte en protégeant. J'ai posé la boîte sur le lit. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, clé USB étiquetée « Preuve MG », le carnet de Marguerite et une enveloppe scellée adressée à moi. Cooper brancha la clé USB sur son ordinateur portable. J'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture de Marguerite était floue. « Pierre, mon amour, je suis désolé pour les secrets. Au moment où tu lis ceci, je serai parti. Les preuves sur cette clé les arrêteront. Donne-la à Sandra Cooper. Fais confiance à la DGSI. S'il te plaît, ne blâme pas Brigitte. Philippe l'a manipulée. Sois fort. Vis ta vie. Je t'aime toujours. Marguerite. » Ma gorge s'est fermée. Cooper était concentré sur l'écran. « Pierre, regardez. Photos. Activités nocturnes aux grottes, véhicules, visages. Fichiers audio. Philippe négociant, discutant des envois. Dossiers financiers, pistes d'argent, comptes offshore, dépôt de moraux, carte des grottes marquées avec dates et heures. C'est tout ce dont nous avons besoin, souffla Cooper. Un coup à la porte. Cooper vérifia l'œilleton. C'est Hayes. L'agent Stéphane Hayes entra, grand, début cinquantaine, bras en écharpe. « Monsieur Dubois, je suis désolé pour votre femme. Elle était incroyablement courageuse. » J'ai serré sa main. Hayes tira une chaise. L'organisation est dirigée par Arturo Navarro, cartel mexicain. Le commissaire Moreau était sur leur liste de paie depuis 2 ans à 15 000 € par mois. La conduite de Philippe, ses dettes de jeu totalisaient 180 000 € et Marguerite, sa ligne de frein a été coupée. Véhicule saboté, fait pour ressembler accidentel. Nous soupçonnions mais ne pouvions pas le prouver. Il fit un geste vers l'ordinateur portable. Jusqu'à maintenant. Quand bougeons-nous ? Nous avons besoin de 2 jours. Équipe DGSI de plusieurs bureaux locaux. Nous faisons ça bien. Démanteler tout le réseau. Peux-tu les retarder ? Les garder pensant que tu n'as pas les preuves ? J'ai regardé la lettre de Marguerite encore, son écriture, son amour. 2 jours. J'ai regardé Hayes. 2 jours. Je peux faire ça. Pour Marguerite, je peux tout faire. 48 heures ont semblé 48 ans.
2 jours d'attente. 2 jours de faire semblant d'être normal pendant que les équipes DGSI se positionnaient autour de ma propriété comme des sentinelles invisibles. 2 jours de savoir que ma fille faisait partie de la conspiration qui avait tué ma femme. Maintenant, à 19 heures par une soirée froide, je me tenais dans ma cuisine et regardais les véhicules arriver par la fenêtre. La berline argentée de Brigitte s'arrêta d'abord, puis la BMW noire de Philippe, la voiture de police de Moreau et finalement un SUV noir aux vitres teintées. Les hommes de Navarro. Cooper? La voix de Cooper grésilla doucement dans le petit écouteur caché dans mon oreille. Nous sommes en position. 12 agents autour du périmètre. Reste calme, Pierre. On te couvre. J'ai ouvert la porte avant qu'ils puissent frapper. Ils sont entrés un par un. Brigitte avait l'air malade d'inquiétude, ses yeux rougis et gonflés. Philippe était froid et contrôlé, sa mâchoire serrée. Moreau portait son faux sourire amical comme un masque. Et les 2 hommes du SUV ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, des tueurs à gages. Nous nous sommes rassemblés autour de ma table de cuisine, la même table où Marguerite et moi avions partagé 40 ans de repas, de café le matin, de conversations de fin de soirée sur nos rêves. Maintenant, elle était entourée par les gens qui l'avaient assassinée. Le silence s'étirait, épais et suffocant. Tu voulais parler? Philippe brisa finalement le silence, se renversant dans sa chaise avec une fausse confiance. Alors parle. J'ai pris une respiration lente. Je sais tout sur les grottes de la propriété nord, les drogues stockées là-bas, l'argent qui change de main, et je sais ce que vous avez fait à Marguerite. Moreau se leva rapidement, sa chaise raclant le sol. Attention, Pierre. Tu fais des accusations sérieuses ici. Vraiment? J'ai gardé ma voix stable, contrôlée. Ou est-ce que je répète juste ce que j'ai entendu vous dire de mes propres oreilles il y a 2 nuits dans ma grange? Elle n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous nous sommes assurés de ça. Ce sont vos mots exacts, Moreau. Le visage de Philippe changea. Le masque glissa. La réalisation pointa dans ses yeux que j'avais été là, caché, écoutant. Papa, s'il te plaît. La voix de Brigitte se brisa de désespoir. Je n'ai jamais voulu que maman... Ferme ta gueule. La main de Philippe jaillit, saisissant son bras assez fort pour laisser des bleus. Pas un mot de plus. Je l'ai vu clairement alors. Le contrôle qu'il avait sur elle. La façon dont elle tressaillit à son contact. La peur dans ses yeux. Marguerite a passé 18 mois à construire un dossier contre vous tous, dis-je, regardant chacun d'eux tour à tour. Chaque envoi documenté, chaque transaction enregistrée, chaque conversation qu'elle a entendue, tout est là. Chaque preuve. La main de Moreau bougea lentement vers l'arme à sa hanche. Où c'est? La voix de Philippe était mortellement calme. Où sont les preuves? Déjà avec la DGSI. Le mensonge sortit lisse, pratiqué. Tout. Les agents l'ont depuis 2 jours. Ils construisent leur dossier maintenant. Tu bluffes? Explosa Philippe, frappant son poing sur la table. Un des hommes de Navarro se leva, son arme apparaissant dans sa main comme par magie. Le patron n'aimera pas ça. Nous devons nettoyer ça maintenant. Non, Brigitte hurla soudain, sa voix crue d'angoisse. Papa, je suis désolé. Dieu, je suis tellement désolé. Je ne savais pas pour maman. Je jure que je ne savais pas. Philippe a dit que c'était juste du blanchiment d'argent, juste du stockage temporaire. Je ne savais pas que c'était en des drogues. Je ne savais pas que les gens mourraient. Elle se retourna contre Philippe, des années de manipulation et de contrôle se brisant. Tu l'as tué. Tu as tué ma mère. Tu as dit que ce serait simple, que personne ne serait blessé, mais tu l'as tué. Le revers de Philippe l'attrapa au visage avec un claquement qui résonna dans la cuisine. J'ai dit « ferme-la ». J'ai bondi pour protéger ma fille. Moreau m'a bloqué. Des mains m'ont attrapé. Les voix se sont élevées. La pièce a éclaté dans le chaos. Puis soudain, les lumières s'éteignirent. Le signal DGSI. Obscurité, cris, fracas de portes enfoncées. DGSI. Les mains en l'air! Agents fédéraux! Des faisceaux de lampes de poche coupaient le noir comme des projecteurs. Plus de cris, coups de feu, tirs de sommation tirés au plafond. Quelqu'un m'a plaqué au sol et j'ai réalisé que c'était un agent me protégeant du feu croisé. Le générateur de secours s'est mis en marche. Les lumières ont clignoté, puis se sont stabilisées. La scène qui émergea du chaos. Les hommes de Navarro face contre terre, mains menottées dans le dos. Moreau pressé contre le mur, arme dépouillée, Cooper lui lisant ses droits d'une voix froide comme la glace.
Philippe essayant de fuir par la porte arrière, Hayes, malgré son bras blessé, le maîtrisant avec un mouvement qui parlait d'années d'entraînement tactique. Brigitte effondrée sur sa chaise, main levée haut, ne résistant pas, larmes et mascara coulant sur son visage en rivière noire. Plus d'agents DGSI ont déferlé. La cuisine qui avait été mon sanctuaire est devenue un centre de commandement de l'autorité fédérale. Ça va? Cooper apparut à mes côtés, ses mains stables sur mon épaule. J'ai hoché la tête, incapable de parler, les regardant traiter Philippe. Il se battait contre les menottes, jurant, menaçant, le masque complètement parti maintenant pour révéler le monstre dessous. Brigitte fut aidée à se lever. Elle coopéra complètement, offrant ses poignets pour les menottes sans résistance. Elle me regarda une dernière fois. « Je suis désolé, papa. Je suis tellement, tellement désolé. » Je me suis détourné. Ils l'ont mené au véhicule DGSI. À travers la fenêtre, je l'ai vu regarder en arrière une fois de plus. Son visage un portrait de dévastation et de regret. Je n'ai pas fait signe, n'ai pas accusé réception. Les véhicules sont partis un par un. Feux rouges et bleus s'estompant dans la nuit périgourdine. Emportant ma fille, mon gendre, le commissaire corrompu, les tueurs du cartel. Emportant la conspiration qui avait assassiné ma femme. La ferme est tombée silencieuse, vide. Juste moi et les fantômes de tout ce que j'avais perdu. 3 mois plus tard, le monde avait l'air différent. Ou peut-être que je le regardais différemment. Le printemps était venu dans le Périgord. Je me tenais sur le perron de la ferme, soleil matinal chaud sur mon visage. Les procès étaient finis. Philippe Thornton, 25 ans de prison fédérale, sans libération conditionnelle. Brigitte, accord de plaidé coupable, 8 ans. Commissaire Moreau, 15 ans. Arturo Navarro extradé vers le Mexique. 2 douzaines d'autres arrêtés. L'opération du cartel démantelée. Justice. Réconfort froid, mais justice. 1 semaine après les procès, j'ai pris l'avion pour Paris. Le bureau de maître Bernard Klein était tout en vert et horizon parisien. Son sourire était chaleureux. Votre femme était remarquable, monsieur Dubois, incroyablement courageuse. Il sortit un dossier. Marguerite avait établi un fonds fiduciaire avant de mourir. Les retraits en espèces. Elle le finançait secrètement. 315 000 €. Ma gorge s'est serrée. Elle voulait que vous soyez protégés. La ferme en sécurité. Klein fit glisser une enveloppe sur le bureau. Elle a laissé ceci pour vous. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Mon très cher Pierre, si tu lis ceci, ma mission est accomplie. Le fonds gardera la ferme en sécurité. Ne me pleure pas pour toujours. Vis, Pierre. Vraiment vis. Plante des jardins. Aide les vétérans à retrouver la joie. C'est ce que je veux pour toi. Tout mon amour toujours, Marguerite. De retour à la ferme maintenant. La vie avait trouvé un rythme. Le système de grottes était scellé. La section nord clôturée. Maxime et Sophie Dubois aidaient à gérer la propriété. Légumes biologiques, petit élevage. La ferme était profitable à nouveau. Je faisais du bénévolat au centre de crise pour vétérans à Périgueux, 3 jours par semaine. Pierre, mon vieux camarade, visitait chaque week-end. Nous étions plus proches maintenant que jamais. J'avais vu Brigitte une fois, visite de prison, émotionnelle. Elle était différente, sobre, prenant ses responsabilités, en thérapie. La route vers le pardon serait longue. Peut-être possible un jour, mais pas aujourd'hui. Ce matin, j'ai marché jusqu'au jardin nord. Le chêne commémoratif était en pleine floraison printanière. Le sol où j'avais déterré les preuves était couvert de fleurs sauvages maintenant. Cooper les avait plantées. « Pour Marguerite » avait-elle dit. Je me suis tenu là, soleil réchauffant mon visage. « Je l'ai fait, Marguerite. J'ai obtenu justice pour toi. La ferme est sûre. Je suis sûr. » Les larmes sont venues, mais pas amères. Tu avais raison. La vie continue et je vais la vivre pour nous deux. Le vent dans les feuilles sonnait comme un chuchotement. Paix, finalement. Pas le bonheur encore, mais la paix. Et c'était suffisant. Je me suis retourné vers la ferme, Maxime et Sophie faisant signe au loin. À 68 ans, j'avais appris que la force ne consiste pas à ne jamais se briser. Il s'agit de ce que vous faites après avoir été brisé. Marguerite le savait, et debout ici sur la terre qu'elle est morte en protégeant, j'ai finalement compris. En repensant à tout, j'ai réalisé à quel point j'étais aveugle. J'ai fait confiance trop facilement, aimé trop profondément sans voir les signaux d'alarme.
C'est ma vraie histoire. Une de ces histoires de grand-père sur la perte, la trahison et le prix de l'ignorance. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris pour que vous ne finissiez pas comme moi. D'abord, faites confiance à vos instincts. Quand quelque chose semble mal, c'est probablement le cas. J'ai ignoré les changements subtils chez Brigitte, la façon dont Philippe regardait notre terre avec des yeux calculateurs. Ne faites pas mon erreur. Deuxièmement, protégez ce qui compte. Marguerite est morte en essayant de sauver notre héritage. Elle a vu le danger que je refusais de voir. Gardez votre famille, votre foyer, vos valeurs, avant qu'il ne soit trop tard. Troisièmement, appuyez-vous sur Dieu. Dans mes heures les plus sombres, quand je n'avais plus rien, la foi m'a porté. Le Seigneur œuvre de façon mystérieuse. Il m'a apporté le téléphone de Marguerite quand j'avais besoin de réponse. Il a envoyé l'agent Cooper quand j'avais besoin de protection. Il m'a donné la force quand je pensais me briser. C'est une histoire vraie, ma vraie histoire. Pas comme les autres histoires de grand-père que vous entendez autour d'une cheminée. C'est réel, brut, le genre d'histoire de grand-père qui laisse des cicatrices, mais enseigne la vérité. Mais voici la leçon finale. La grâce de Dieu est suffisante. Même dans la brisure, il nous rend entiers à nouveau.